Si demain, on veut étudier l'histoire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, on s'arrêtera forcément à cette date charnière du 21 mars 2003. C'est en ce jour en effet que les chefs d'État membres de l'OMVS d'alors, réunis à Nouakchott, assignaient aux instances d'exécution de leur organisation une feuille de route ambitieuse et pressante dont les orientations macroéconomiques et sociales allaient permettre au commissariat, sous le contrôle effectif et constant du Conseil des ministres et la supervision des chefs d'État eux-mêmes, en particulier du président en exercice de leur conférence, d'élaborer une architecture programmatique dont voici les principales visées. L'intensification de la politique d'aménagement aux fins d'une exploitation maximale des possibilités offertes par les eaux du fleuve Sénégal, qui ne sont valorisées jusqu'à ce jour qu'à hauteur de 40% de leur potentiel. Cela pour augmenter considérablement, d'une part, l'offre énergétique bon marché de leurs États et d'autre part, pour assurer les conditions de réalisation de leur politique de sécurité alimentaire par la construction d'ouvrages hydroélectriques supplémentaires et d'aménagements hydro-agricoles suffisants afin de mettre en valeur les dizaines de milliers d'hectares de terres irrigables déjà disponibles grâce aux barrages existants. La reconceptualisation du projet de navigation pour en faire l'épine dorsale de la mobilité dans l'espace OMVS est un facteur de redynamisation des secteurs productifs. Le rétablissement et la préservation des grands équilibres du bassin menacés par les impacts négatifs des ouvrages, Tifa, pandémie du paludisme et de la bilharziose et la dégradation de la biodiversité. Un développement socio-économique local et durable pour les populations du bassin du fleuve Sénégal afin de les faire profiter des retombées des aménagements en se préoccupant en tout premier lieu de la condition sine qua non de tout progrès humain, la santé. Mais dégager des orientations, définir des objectifs, élaborer une stratégie sont une chose. Autre chose est de trouver les ressources financières nécessaires à l'exécution des programmes qui permettent de réaliser ces objectifs. Aussi faut-il des années, voire des décennies pour que de tels projets voient le jour. Du lancement des études à l'élaboration de programmes réalisables, à la présentation de projets bancables, le chemin est souvent long et tortueux. La difficulté n'est pas au niveau technique. On peut dire depuis l'indépendance aujourd'hui que les cadres de la sous-région sont très bien formés. Les cadres techniques sont compétents. Le problème, c'est le financement. Les ressources financières sont très rares. Si on n'a pas des ressources publiques, n'est-ce pas, on arrive à des renchérissements de coûts que les tarifs, n'est-ce pas, n'arrivent pas à combler. N'est-ce pas. Il faudrait faire une combinaison, n'est-ce pas, aujourd'hui entre les sources privées, n'est-ce pas, et les sources publiques pour arriver, n'est-ce pas, à réaliser des projets de moindre coût. C'est cette recherche, n'est-ce pas, de cette solution, n'est-ce pas, entre ces deux formes de financement qui souvent retardent, n'est-ce pas, la mise en œuvre de projets. Pourtant, quelques petites années à peine après, mais que voudrait dire même 10 ans pour initier et mettre en route de tels projets hors mesure? Monantali, toute proportion gardée, n'a-t-il pas pris 20 ans? 20 ans. Donc, quelques petites années après, le haut-commissaire pouvait déjà annoncer avec confiance. Depuis l'approbation de la déclaration de Nouakchott, le 21 mai 2003, on s'est attelé d'abord à lui donner forme, à lui donner corps par la mobilisation des financements qui soient nécessaires à la mise en œuvre des différents programmes qui sont identifiés. La réalisation de Fellou, la centrale au fil de l'eau de Fellou, la préparation de la mise en œuvre de l'aménagement hydroélectrique de Gouina